Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 4 novembre, je vous propose de revenir tout d'abord sur la tournée du président américain Donald Trump en Asie la semaine dernière, pour ensuite évoquer le sommet des dirigeants de l'APEC qui s'est tenu en Corée du Sud la semaine dernière également et qui a donné lieu à de nombreuses rencontres bilatérales. On s'intéressera ensuite au réchauffement des relations entre la Chine et l'Inde avec la reprise des vols directs après 5 ans de gel. Et ensuite, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique pour évoquer la suspension de toutes les opérations du média américain Radio Free Asia, qui fonctionnait déjà à capacité réduite suite à un décret présidentiel signé en mars dernier. Et comme promis la semaine dernière, je vous propose de revenir sur le reste de la tournée du président américain Donald Trump en Asie, après une première étape à Kuala Lumpur pour le sommet de l'ASEAN. Trump s'est ensuite envolé le lundi de la semaine dernière pour Tokyo, où il a rencontré l'empereur du Japon Naruhito et la première ministre Sanae Takaichi mardi dernier, en poste depuis à peine une semaine. C'était une rencontre avec de forts enjeux pour la première ministre japonaise qui a tout fait pour établir une relation personnelle de confiance et de complicité avec le président américain en se présentant comme le successeur de l'ex-premier ministre Shinzo Abe, assassiné en 2022, et dont l'héritage continue d'influencer la politique japonaise. Donald Trump a ainsi reçu de la première ministre japonaise une balle de golf décorée d'or ainsi qu'un sac de golf signé par une star du golf japonaise. Dans un contexte de difficultés économiques en partie dues aux droits de douane américains, Takaichi a insisté sur sa proximité idéologique et politique avec Shinzo Abe, ami proche de Donald Trump selon ses propres mots, et sur son intention de mener une politique économique et de défense dans la continuité de son mentor. Takaichi a notamment réaffirmé sa volonté de renforcer les capacités militaires du Japon et d'augmenter le budget de la défense, et les deux gouvernements ont dévoilé une liste de projets dans les domaines de l'énergie, de l'intelligence artificielle, des minerais stratégiques, dans lesquels les entreprises japonaises se sont engagées à investir à hauteur de 400 milliards de dollars. Un accord sur les minerais critiques a aussi été signé, alors que les deux pays cherchent à réduire leur dépendance envers la Chine, premier producteur mondial de terres rares. Le quotidien japonais Asahi Shimbun a indiqué que Trump avait aussi rencontré des proches de Japonais enlevés par la Corée du Nord dans les années 60 et 70, une cause dans laquelle la première ministre est très engagée. Les deux dirigeants se sont ensuite rendus en hélicoptère sur le porte-avions américain George Washington, ancré dans la base navale de Yokosuka, près de Tokyo. Donald Trump s'est ensuite envolé pour la Corée du Sud, qui accueillait cette semaine-là le sommet de l'APEC, mais le président américain n'a pas daigné y participer et s'est contenté de rencontrer le président sud-coréen Lee Jae-myung à Gyeongju. Les relations bilatérales entre Washington et Séoul sont tendues depuis l'imposition de la politique tarifaire de Donald Trump, même si Séoul a obtenu une baisse de certains droits de douane en juillet en l'échange de 350 milliards d'investissements aux États-Unis. Les discussions sur les détails et l'aménagement de la structure de ces investissements étaient au point mort depuis et ont pu avancer, selon Séoul et Washington, lors de la rencontre de la semaine dernière. On sait notamment que 150 milliards seront des investissements dans le secteur américain de la construction navale. Et enfin, la tournée de Trump en Asie s'est achevée dans la ville sud-coréenne de Busan jeudi dernier, avec la rencontre très attendue avec le dirigeant chinois Xi Jinping, qui a notamment porté sur la réduction des droits de douane américains en échange d'un meilleur contrôle sur les produits chimiques exportés par la Chine et utilisés pour produire le fentanyl, une drogue qui fait des ravages aux États-Unis. Donald Trump a affirmé que la rencontre avait été un succès retentissant, selon ses mots, attribuant à cette dernière la note de 12 sur 10 et déclarant que les droits de douane américains sur les produits chinois seraient réduits de 10%, passant ainsi de 57 à 47%. En échange, Pékin a accepté d'assouplir les restrictions sur les exportations de terres rares et d'acheter 25 millions de tonnes de soja américain par an sur les 3 prochaines années. Le président américain a enfin déclaré qu'il se rendrait en Chine en avril 2026 et que Xi Jinping effectuerait ensuite à son tour une visite aux États-Unis. Le sommet des dirigeants de l'APEC s'est conclu samedi dernier en Corée du Sud sur le thème « Construire un demain durable » avec la publication de la déclaration de Gyeongju.
Le document, qui contrairement aux autres années ne fait pas directement référence à l'Organisation mondiale du commerce, fait référence aux grands défis auxquels fait face le système commercial international. Le président sud-coréen Lee Jae-myung a aussi fait référence au bouleversement de l'ordre commercial international, une allusion à peine voilée à la politique tarifaire américaine, en dénonçant, je cite, un protectionnisme et un nationalisme qui gagnent du terrain, mais aussi en appelant l'APEC à remplir son rôle en tant que plateforme de solidarité dans cette période de crise. Dans le communiqué conjoint, les 21 pays membres de l'APEC se sont engagés à faire de l'APEC l'économie régionale la plus interconnectée et la plus dynamique au monde, mais aussi à préparer la région à la transformation du numérique et de l'intelligence artificielle, et enfin, troisièmement, à faire face aux défis ensemble et à partager les bénéfices de la croissance entre tous. Les pays membres ont aussi adopté la AI Initiative et le cadre collaboratif de l'APEC pour les changements démographiques qui prend note de la baisse de la natalité, du vieillissement de la population et de l'accélération de l'urbanisation et vise notamment à promouvoir l'innovation technologique. En l'absence du président américain, le dirigeant chinois Xi Jinping a présenté la Chine comme la championne du multilatéralisme face à l'hégémonisme, à comprendre l'hégémonisme des États-Unis. Le sommet s'est aussi accompagné de plusieurs rencontres bilatérales, notamment entre le président sud-coréen Lee Jae-myung et Xi Jinping, mais aussi entre ce dernier et la première ministre japonaise Sanae Takaichi ou encore avec le premier ministre canadien Mark Carney. Notons que le prochain sommet des dirigeants de l'APEC se tiendra en 2026 à Shenzhen, dans le sud de la Chine. Les vols commerciaux directs entre la Chine et l'Inde ont repris la semaine dernière avec un premier vol reliant la ville de Guangzhou en Chine à la ville de Kolkata en Inde. Les vols directs entre les deux pays avaient été interrompus en 2020 pendant la pandémie de Covid-19 et n'avaient jamais repris en raison des affrontements militaires qui ont fait au moins 20 morts côté indien et au moins 4 morts du côté chinois à la frontière sino-indienne près du lac de Pangong à Ladakh, près de la région autonome du Tibet. Les affrontements entre les deux armées ont provoqué un gel des relations entre les deux pays qui pâtissaient déjà de la compétition intense en matière économique. Les tensions ont été particulièrement vives en 2022 avec la campagne de boycott de produits chinois en Inde et les appels à ne pas laisser les entreprises chinoises entrer sur certains secteurs stratégiques du marché indien. L'interdiction touchant ces applications est venue s'ajouter à une liste d'applications chinoises déjà bloquées en 2020, dont TikTok, Shein, Clash of Kings et UC Browser, au nom de la souveraineté, de l'intégrité et de la défense de l'Inde, ainsi que de l'ordre public. Ces interdictions ont continué avec de nouvelles annonces en 2025, mais si certaines applications ont été complètement interdites, d'autres ont opéré des changements ou changé de nom ou de propriétaire pour de nouveau fonctionner en Inde. Mais les relations difficiles entre l'Inde et la Chine se réchauffent, en toute modération et par nécessité, dans un contexte de droits de douane américains et de menaces de sanctions en lien avec l'importation de produits énergétiques russes. Cet apaisement tout relatif a commencé l'année dernière lors de la rencontre entre le Premier ministre indien Narendra Modi et le président chinois Xi Jinping en Russie lors du sommet des BRICS ainsi qu'en Chine lors du Forum de la coopération de Shanghai en août dernier. Il a aussi été rapporté qu'à la frontière sino-indienne, les soldats des deux côtés s'étaient offerts, en signe de bonne volonté, des pâtisseries à l'occasion de la fête hindoue de Diwali. Le gouvernement indien a aussi déclaré que la reprise des vols directs allait booster les échanges interpersonnels et aider à la normalisation progressive des échanges bilatéraux. Le média américain Radio Free Asia a suspendu complètement ses opérations éditoriales vendredi dernier en raison, je cite, de l'incertitude du financement, ce qu'on peut lire sur le site internet de RFA. Un décret signé en mars 2025 par le président américain Donald Trump a demandé la réduction des effectifs de 7 agences fédérales, dont l'US Agency for Global Media, dont dépend le financement de RFA, mais aussi de Voice of America ou encore de Radio Free Europe, Radio Liberty et Middle East Broadcasting Networks. RFA comptait avant mars 2025 400 employés à temps plein et 400 sous contrat, mais après les nouveaux licenciements de fin octobre, le média, financé par le Sénat américain, garde moins de 30 employés, tout juste de quoi pouvoir reprendre ses opérations en cas de retour de financement. Le média avait pour l'objectif, depuis sa création en 1996, de fournir une information libre sur des pays où l'information est fortement contrôlée, avec des services de diffusion radiophonique en différentes langues, dont le tibétain, le ouïghour, le birman, le khmer ou encore le coréen, le mandarin et le vietnamien.
RFA avait récemment beaucoup contribué à mener l'enquête sur les centres d'escroquerie en Asie du Sud-Est et en particulier au Cambodge, avec une enquête sur le Prince Group et ses activités de travail forcé. À l'approche de sa fermeture, le média a publié une série de portraits de journalistes, dont Truong Song, directeur de RFA en langue vietnamienne, qui explique que la fin de RFA au Vietnam signifie le contrôle total de l'information par le régime communiste vietnamien pour 100 millions de personnes. Mamajan Juma, journaliste pour le service en langue ouïghour, rappelle que la Chine a fait arrêter et condamner au moins 50 proches de collègues de RFA pour faire pression sur les activités d'information du service, dénonçant une tactique d'information qui fait suite aux enquêtes menées sur les violations des droits humains par les autorités chinoises dans la région autonome ouïghour du Xinjiang. On peut aussi rappeler qu'au début juillet, la fin du service en langue cantonaise suite au manque de financement avait été célébrée dans les médias chinois, notamment dans le Global Times, proche du pouvoir. Au Cambodge, c'est l'ex-premier ministre Hun Sen lui-même qui a salué sur Facebook la décision de Trump pour son courage, je cite, suite à la fermeture de RFA, affirmant qu'il s'agissait là d'une contribution majeure dans l'élimination de la désinformation et de l'incitation aux troubles à l'ordre public à travers le monde. J'en profite pour saluer le travail des journalistes de RFA et de Benal News qui couvraient souvent des sujets peu traités dans les médias occidentaux grâce à un vaste réseau de contacts sur place qui prenaient souvent des risques pour communiquer ces informations. Et j'en profite aussi pour les remercier pour leur travail de qualité puisque je lisais régulièrement leurs informations qui étaient précieuses pour la revue de presse de l'Asie-Pacifique. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.